Est-ce que vous pouvez mettre juste vos téléphones sur vibreur, s'il vous plaît? J'allais le dire. Merci beaucoup. Alors, écoutez, je suis très heureux de faire cette conférence ici à Bruxelles, cette ville historique qui est malheureusement devenue en quelques décennies le bastion du mondialisme, l'état-major de toutes les terreurs imposées au peuple, au nom de la modernité, du progrès, et au nom d'une science qui prétend tout expliquer, répondre à toutes les interrogations humaines et apporter aux hommes la solution à toutes les difficultés de leur existence. Cet antre bruxellois de la bête globaliste est vraiment l'endroit idéal pour tenter de la démasquer, de détruire ses artifices, ses manipulations et ses fourberies qui font sa puissance. On pourrait commencer d'abord par dater le moment où cette modernité s'est affirmée comme une nécessité, comme un impératif pour conduire scientifiquement l'humanité à la paix, à l'harmonie et au bien-être, pour la sortir des ténèbres de la superstition et de l'ignorance. Et ce moment se situe au XVIIIe siècle. Peu à peu, la science devint donc un impératif pour guider et édifier l'humanité. Un impératif exclusif, excluant toute morale qui freinerait le progrès de cette science, excluant toute intuition non validée par la science, c'est-à-dire non contrôlée par les sciences empiriques, qui prétendent agir pour la sécurité de l'homme, pour sa sécurité intégrale, en le mettant en sécurité de toute intuition qui pourrait lui nuire. Et il y a en particulier une intuition persistante depuis des millénaires, une intuition que cette science exclusive rejette obstinément, c'est l'intuition d'une vie en deçà de toute matérialité, d'une vie intérieure libre, tourmentée par une imagination encore plus libre, intuition d'une vie non biologique, d'une vie spirituelle, précédant la matière. C'est cette intuition que j'appelle l'intuition du divin. Aujourd'hui, cette science moderne a quasiment réussi à faire disparaître cette intuition du divin parmi les hommes. Et elle y a réussi en imposant une définition du réel, une définition qui n'est qu'un postulat, et qui dit ceci: le réel, c'est ce qui est mesurable. C'est le physicien Max Planck qui a proposé cette définition. Du coup, si on applique cette définition, la bienveillance n'est pas réelle, puisqu'elle n'est pas mesurable. La compassion et le pardon ne seraient pas réels, non plus, puisque pas mesurables. Et surtout, l'intuition du divin, l'intuition spirituelle, ne serait pas réelle, puisque pas mesurable non plus. Et puisque les vertus ne seraient pas réelles, puisque pas mesurables, cette définition scientifique, vous l'avez compris, entraîne ainsi le monde à ne plus croire en la vertu, l'entraînant ainsi dans un nihilisme radical et bestial, devenu incontrôlable, du plus haut sommet de l'État jusqu'à notre simple quotidien, comme vous avez pu le constater. Un nihilisme fanatique auquel répond fatalement le fanatisme religieux, tout aussi nihiliste finalement. Et la science moderne répond à cette violence inouïe par la terreur sécuritaire. Entre ce nihilisme fanatique qui détruit la sacralité de la vie et le fanatisme religieux qui détruit lui aussi la sacralité de la vie, nous sommes pris en étau et écrasés encore par la terreur sécuritaire scientifique, qui s'obstine à prétendre qu'elle n'agit que pour le salut de l'homme, son salut réel, matériel, son salut mesurable donc. On pourrait décrire cette science moderne comme le syndrome d'une maladie, d'un attachement maladif à la matière, d'un asservissement à la matière, d'une aliénation folle à la matière, qui voit évidemment dans cette intuition de vie spirituelle un danger mortel, car cette intuition qui fonde la sacralité de la vie ne fait de la matière qu'une ombre obéissante et servile, un reflet éphémère de la réelle vie spirituelle. Cette science moderne s'acharne donc à disqualifier cette intuition en soulignant d'une part
l'absence de preuves empiriques qui pourraient prouver la causalité de l'esprit vers la matière, c'est-à-dire la preuve mécanique, et en postulant d'autre part que la preuve mécanique est le critère ultime de vérité. Mais comme tout postulat, ce postulat est indémontrable. Ce point de vue mécaniste n'est qu'un point de vue du corps. Hume et Nietzsche l'avaient compris. La tradition de l'arbre de vie nous apprend que la création divine n'est pas une mécanique, une causalité, mais un don, le don de la vie. Même l'objectivité est un point de vue du corps qui réduit le réel à l'objectivable. L'objectivité est relative au sujet humain. La vie divine n'est non seulement pas objectivable, mais elle n'est pas subjectivable non plus, puisqu'elle n'est pas sujet, puisqu'elle est souveraine, précisément. La vie divine est souveraine. La vie est souveraine, en dépit de la chair, en dépit de l'objet, en dépit d'une quelconque substance objectivable, en dépit de l'être. Voilà la tradition de la vie primordiale. La tradition primordiale. Cette intuition du divin, si scientifiquement niée aujourd'hui, s'est manifestée ou exprimée chez l'homme depuis des millénaires, de manière plus ou moins confuse. L'histoire retient le nom du premier être humain qui a éclairé magistralement cette intuition auprès des hommes paléolithiques de l'époque. Cet homme, c'est Adam, le grand prophète dont parlent les Écritures, l'initiateur d'une nouvelle humanité, l'initiateur de la toute première tradition, la tradition de l'arbre de vie, de la vie primordiale. C'est cet homme qui révéla aux hommes primitifs l'arbre de vie en eux, l'arbre des chakras, qui leur enseigna le chemin intérieur qui fait croître l'intuition du divin en germe dans le cœur de l'homme jusqu'au sommet de l'arbre de vie spirituelle. Car, quand on parle de l'arbre de vie, il s'agit de vie spirituelle. Faire croître cette intuition du divin, c'est l'éclairer. Et c'est d'abord éclairer cette notion du divin, cette notion floue, envisagée par l'homme. Il faut bien avouer que beaucoup de chercheurs se sont cassés les dents sur cette notion abstraite, rendue abstraite, car rien ne nous est plus intime que la vie divine, en vérité. Sauf que le spectacle de la nature et de l'univers infini nous fascine tellement qu'on en oublie cette vie si profondément intime. Comme un homme profondément malade, depuis longtemps, en oublie la santé, ou comme un condamné si gravement coupable qu'il en oublie l'innocence, ou qui perçoit l'innocence comme quelque chose d'irréel. Les hommes préhistoriques avaient paradoxalement une perception du divin plus vraie, plus vivante que celle de l'homme moderne. Ils percevaient l'univers pleinement vivant, et se percevaient eux-mêmes comme une infime goutte d'eau survivant dans cet univers vivant. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'homme moderne se perçoit comme une goutte de vie extrêmement subtile dans un univers infini non vivant. En voulant clarifier par l'intellect exclusif cette perception originaire, confuse du divin, on s'en est finalement éloigné, en imaginant des concepts toujours plus abstraits pour nous abstraire justement de cette nature éprouvante. Certains penseurs comme Spinoza ont envisagé un être divin. Ils l'ont envisagé comme une substance objective, déployant la vie à l'infini. Mais ici, nos catégories de pensée nous conduisent à une impasse. Car, dès lors qu'on envisage une substance objective, on s'interroge tout de suite sur la cause, sur sa cause, et la cause de sa cause, et ainsi de suite, en tentant de remonter la chaîne des causes dans une régression à l'infini. Cette vision mécaniste des phénomènes, héritée de la perception mécanique de notre corps, nous conduit donc à envisager le Créateur divin comme la cause première qui entraîne toutes les autres. Mais ce point de vue de cause à effet est un point de vue du corps, je le répète. Point de vue par lequel notre instinct corporel cherche tout simplement la mécanique d'un phénomène, pour éventuellement y trouver son intérêt, une utilité, une possibilité d'augmenter sa sécurité, sa puissance, ou de se l'approprier. Mais la création divine n'est pas un phénomène. Ce sont bien plutôt les phénomènes qui résultent de la création, et les causes qui résultent de la création, qui est un don, le don de la vie.
Le créateur divin est précisément le créateur des causes, des substances, des êtres. Là où l'homme voit de la matière inerte, de la non-vie, le créateur divin y voit la vie et ses reflets. Il faut donc considérer que cette supposée substance divine n'est pas à proprement parler une substance objectivable. Il s'agit plutôt de considérer la vie divine comme une vie qui n'a pas besoin de substance pour être vivante. On conçoit toujours la vie assignée à un être. On envisage habituellement la vie comme un corps vivant ou un être vivant. On conçoit d'abord l'être avant de la vie déterminée par aucun être. C'est ce que pensait l'immense philosophe mystique Plotin. La vie divine est donc cette vie libre de tout être. Cette vie qui va créer des êtres. Il y a un peu de cette vie divine en l'être humain, qui rend libre son esprit malgré les entraves charnelles, qui le fait douter, qui fait de lui un être moral, doué d'un libre arbitre, et conscient de ses servitudes, et conscient aujourd'hui de son enchaînement progressif à cette matrice scientifique infernale sans limite. Le modernisme, c'est cette matrice scientifique qui combat donc avec acharnement cette conscience des servitudes propre à l'être humain, et qui en vient même à combattre le doute qui conteste cette matrice, le doute qui est pourtant le moteur de la connaissance. La matrice, cette nasse scientifique très moderne, est une aliénation intégrale, une négation de la science véritable qui devrait nous libérer justement de toute aliénation. Comble du paradoxe, les autorités médiatico-scientifiques aujourd'hui nous somment de croire en la science, trahissant par là même l'idéologie religieuse qui sous-tend cette matrice, l'idéologie de cette modernité, idéologie messianiste qui était le sujet de ma conférence à Lille en mai 2022, intitulée justement « Le messianisme scientifique ». Idéologie en rébellion contre la création divine, rébellion primordiale contre le don divin, rébellion démoniaque qui veut tout s'approprier sans rien donner, rébellion qui vampirise la vie jusqu'à la mort, rébellion des usuriers. Cette idéologie fut initiée par la promesse du serpent biblique, promesse à laquelle on nous somme de croire aujourd'hui. Cette idéologie fut transmise par la postérité du serpent, à commencer par Caïn, fils maudit d'Adam. Idéologie que cette postérité maudite déploya à Sumer et qui grava par l'écriture ses paradigmes, et en particulier ce paradigme très moderne qui considérait la matière chaotique primaire comme la réalité primordiale, comme un chaos fertile, chaos magique, produisant l'univers, les dieux, les êtres, la vie sous toutes ses formes. Et la science moderne dit exactement la même chose, quand elle dit que c'est par le hasard magique que la vie apparut sur Terre, à partir de la matière primordiale. Nous serions donc les esclaves irrémédiables de la matière. Finalement, la modernité commence à Sumer, Sumer et Babylone, sans parler des villes très modernes de Sodome et Gomorrhe. Cette fertilité magique de la matière chaotique primordiale fut représentée en Mésopotamie sous la forme d'une déesse serpent, appelée Nammu à Sumer et Tiamat à Babylone. Nammu était aussi appelée la mère primordiale, la maman, la mère primordiale, la déesse utérus, la matrice, la matrice. Le paradigme du serpent consiste donc à dire que la matière est fertile, féconde, en un mot qu'elle est donatrice, donatrice de vie, donatrice de tout, qu'elle ne procède de rien et qu'elle précède tout. Ce paradigme du serpent est le paradigme exact de la modernité. Mais ce n'est qu'un paradigme, qu'un postulat.
Et ce postulat est impuissant à expliquer certains phénomènes, comme la xénoglossie. La xénoglossie, c'est le fait pour une personne de parler spontanément une langue étrangère sans l'avoir jamais entendue auparavant. Par exemple, un enfant japonais en bas âge, n'ayant jamais quitté son cocon familial traditionnel japonais, et qui se met subitement à parler mexicain. L'historien Dominique Larmier rapporta un cas de xénoglossie extrêmement troublant. Je le cite. Un célèbre médecin de New York, le docteur Marshall Duffy, mort dans les années 1930, raconte comment ses fils jumeaux parlaient entre eux une langue étrangère inconnue. Les deux enfants furent emmenés au département de langues étrangères de l'Université Columbia à New York, mais aucun des professeurs ne put identifier leur idiome. On fit venir par la suite un professeur de langues anciennes qui, à son grand étonnement, découvrit que les deux bambins parlaient l'araméen. Fin de citation. Extrêmement troublant, vous en conviendrez. La science moderne est impuissante à expliquer ce phénomène extraordinaire, car le paradigme du serpent qui fonde cette science considère que tous les phénomènes, sans exception, sont produits exclusivement par des interactions matérielles. Or, ce phénomène extraordinaire de xénoglossie est précisément matériellement impossible selon cet exclusivisme. Ce paradigme et cette science sont donc réfutables et réfutés. Le chercheur Ian Stevenson proposa d'expliquer la xénoglossie par la réincarnation de l'âme, une âme vivante en deçà de ses incarnations et qui peut parfois, rarement, se souvenir de ce qu'elle connaissait dans une vie antérieure. Du coup, la vie de l'âme précéderait la chair et donc la matière. Chez Plotin aussi, la vie de l'âme précède la matière. Plotin était l'héritier de la tradition de l'arbre de vie, sans doute ne le savait-il pas. Chez lui, tout procède de l'unité divine vivante. C'est la première hypostase. Hypostase veut dire en grec ce qui se tient en dessous. Hypo, en dessous, stase, ce qui se tient. Ce qui se tient en dessous de la matière, en l'occurrence. Et de cette première hypostase procède la seconde hypostase, le verbe divin, vivant, duquel procède enfin la troisième et dernière hypostase, l'âme universelle vivante. L'anima mundi, comme disait Platon, l'âme du monde. Ces hypostases sont donc toutes les trois donatrices de vie. Et c'est la dernière hypostase, l'âme universelle donc, qui va donner la matière primitive, non vivante et non donatrice. L'énigme, ce n'est donc pas l'apparition de la vie, mais l'apparition de la non-vie. La vie est de toute éternité. C'est la non-vie qui est apparue par cette matière primitive. Et cette matière n'est pas donatrice. Elle ne donne pas la vie, elle ne donne rien. Elle reçoit seulement les formes, les idées venant des hypostases, en leur obéissant comme une ombre, comme une esclave. La matière n'a aucune forme, mais elle reçoit toutes les formes. La matière n'a aucune vie, mais elle reçoit toutes les vies. Et la vie divine donne toutes les vies. La tradition primordiale, c'est tout simplement la tradition de la vie primordiale qui fait de la vie la réalité primordiale qui précède tout, qui précède l'unité, qui précède l'être, qui précède la matière, qui précède l'infini, qui précède le temps, qui précède toutes ces notions métaphysiques laborieuses. Le temps n'est pas une perception, mais une conception linéaire, problématique de la durée, de ce qu'on endure. L'intuition de l'éternité de la vie est finalement la perception la plus pure, la plus simple, la plus claire de la durée. Et il n'y a d'éternité que l'éternité de la vie. Telle est la tradition de la vie primordiale, la tradition de l'arbre de vie enseignée par Adam, qui selon moi viendrait d'Hyperborée, en m'appuyant en particulier sur les thèses hyperboréennes de Bal Gangadhar Tilak, un savant hindou du XIXe siècle,
qui inspira notamment René Guénon et Julius Evola, et qui enseigna aussi une convergence doctrinale entre l'Advaita Vedanta et l'islam, qui ne me paraît pas sans intérêt. Les auteurs de l'Antiquité rapportent que ces hyperboréens vivaient sans vieillesse, sans maladie, sans guerre, sans violence ni discorde, le fameux âge d'or. Ils vivaient sur des îles arctiques du Grand Nord, qui autrefois étaient verdoyantes. Ils célébraient journellement le divin par des chants et des danses dans des jardins luxuriants qui ne sont pas sans rappeler le jardin d'Éden biblique, le paradis perdu. Les anciens Grecs l'appelaient le jardin des Hespérides, jardin des délices où régnait une douceur de vivre indicible. L'infinie grâce des hyperboréennes n'avait d'égal que leur beauté. Voilà comment Hésiode, poète grec du 8e siècle avant Jésus-Christ, décrivait les hyperboréens dans son livre « Les travaux et les jours ». Je le cite. « Les hommes à cette époque ne travaillaient pas et vivaient en accord parfait avec la faune et la flore. Les sacrifices étaient donc inexistants. Les hommes n'étaient pas à proprement parler humains. Ainsi, ils ne se reproduisaient pas, mais étaient semés. Les saisons étaient inexistantes, ils vivaient dans un printemps éternel. La nature était d'ailleurs bienfaitrice, mère nourricière, et leur fournissait tout sans aucun effort. Ils vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l'écart et à l'abri des peines et des misères. La vieillesse misérable sur eux ne pesait pas. Mains, bras et jarrets toujours jeunes, ils s'égayaient dans les festins, loin de tous les maux. Mourant, ils semblaient succomber au sommeil. Fin de citation. Tout cela ressemble quand même beaucoup au jardin d'Éden biblique. Finalement, ces hyperboréens menaient tout simplement une vie divine dans une innocence joyeuse et douce, sans attention pour le reflet et l'ombre, sans attention pour la matière perçue qui n'est que reflet et ombre de notre âme. Troisième hypostase. Quand notre âme est harmonieuse, qu'elle a conquis son unité, notre vie matérielle est harmonieuse. Et quand notre âme est agitée et douloureuse, notre vie matérielle est agitée et douloureuse. La matière est l'ombre de notre âme. La matière est notre esclave et nous ne le savons pas. Et ne le sachant pas, nous devenons aliénés, esclaves de la matière, esclaves de ses promesses séduisantes, de ses promesses charnelles. Cette humanité subtile, hyperboréenne, cette nouvelle humanité initiée par Adam, le premier hyperboréen, avait été créée pour guider et redresser les hommes primitifs embourbés dans la sauvagerie paléolithique. Dans la sourate de l'homme, il est dit que, durant une période, l'homme ne fut même pas une chose digne d'être mentionnée. Effectivement, c'est la période paléolithique. Le livre d'Enoch nous dit que la grâce et la beauté des femmes humaines, hyperboréennes selon toute vraisemblance, séduisit et attira ceux que la Bible appelle les bénis Elohim, des esprits, qui veillaient jusque-là sur les hommes primitifs. Enoch les appelle d'ailleurs les veilleurs. Ces derniers virent, par le biais de cette nouvelle humanité, un moyen de hâter le redressement des hommes primitifs, en engendrant une postérité de chair avec les hyperboréennes. Le Créateur divin demanda alors au chef de ces bénis Elohim, qu'on appelle Lucifer, de se prosterner au contraire devant le prophète Adam, divinement établi comme vicaire sur terre. Lucifer ne s'inclina pas, faisant valoir qu'il avait été créé d'un feu subtil sans fumée et que Adam avait été créé d'argile. Ce fut donc là le premier cas de mépris racial de l'histoire, subi par Adam l'hyperboréen. Donc, bien sûr, ce feu subtil sans fumée est plus subtil que le feu simple, qui lui-même est plus subtil que l'argile. Mais la hiérarchie matérielle ou charnelle ne détermine pas la hiérarchie morale chez les vivants. L'esprit souffle où il veut, disait Jésus à Nicodème dans l'évangile de Jean. Lucifer, révélant donc son orgueil, fut déchu, précipité du ciel vers la terre, du ciel de vie vers la terre de science, de l'arbre de vie vers l'arbre de science.
et devint le prince de ce monde ici-bas. Le prince d'en haut devint le prince d'en bas. La seule hiérarchie qui vaille au regard divin pour les vivants, c'est la hiérarchie morale. La vertu en bas, la vertu en haut, pardon, la vertu en haut, le vice en bas, et l'orgueil est le vice le plus insidieux. Quant à la plus noble vertu, chez les hindouistes notamment, pour les brahmanes, c'est la vertu aryenne de l'ahimsa, qui signifie en sanskrit ne pas nuire à la vie. Ne pas nuire à la vie. Contrevenant aux recommandations divines, ces êtres célestes déchus approchèrent donc ces belles hyperboréennes, s'unirent à elles et leur enseignèrent les charmes et les incantations, nous dit le livre d'Enoch. Ce fut la première aliénation de l'histoire, la première colonisation de l'histoire. L'humanité elle-même fut colonisée. Et cette colonisation fut combattue par les prophètes, les mystiques, les poètes. Modernité est le nom de code de cette colonisation subie par l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Ces bénis Elohim furent les premiers colons de l'histoire, avec leur certitude orgueilleuse d'apporter la lumière et avec leurs promesses effrontées. Le chef déchu des bénis Elohim tenta ainsi de séduire Ève par une promesse. C'est la fameuse promesse du serpent biblique. Promesse de se libérer de la mort, non par la progression morale dans l'arbre de vie, mais par la science exclusive, qui exclut justement l'intuition morale en prétendant faire de la morale une science. Mais on ne peut pas faire de la morale une science rationnelle exclusive, puisque cette science est déjà un point de vue moral, un point de vue sécuritaire précisément. La promesse du serpent à laquelle crurent Ève et Adam fut donc leur chute. Dès cet instant, la matière leur apparut comme la réalité primordiale, et leur vie comme charnelle, périssable, mortelle, esclave de cette matière. Avant leur chute, les hyperboréens, Ève et Adam, vivaient innocemment selon l'arbre de vie, immergés dans la vie primordiale éternelle, n'accordant aucune importance aux reflets sensibles de cette vie, ni à l'ombre matérielle de leur âme, ne craignant pas la mort du corps charnel, ne craignant pas la mort tout court, ignorant la mort, plus exactement. Les hyperboréens quittaient cette vie terrestre sans subir le karma, cette loi morale expiatrice qui nous enchaîne à la mort et aux renaissances successives, aux renaissances charnelles successives, dans lesquelles nous entraîne l'arbre de science, cette science qui fait des reflets de la vie, la réalité, qui rend notre vie mortelle, qui nous fait perdre l'innocence pour nous enchaîner à la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire au karma, à la conscience morale, au libre arbitre qui nous condamne à choisir entre bien et mal, entre ne pas nuire ou nuire. Innocence veut dire justement ne pas nuire. Les bénis Elohim s'unirent donc avec des hyperboréennes, et de ces unions contre nature, il résulta les Néphilim, comme dit la Bible, des géants dont parle la Bible, mais aussi le Coran, et la plupart des religions et des mythologies d'ailleurs. La démesure et l'orgueil s'empara alors de ces êtres puissants, disproportionnés, et le chaos éclata. Ces Néphilim, poursuit Enoch, dévorèrent tout le fruit du travail des hommes. Ça doit vous rappeler quelque chose. Ils dévorèrent le travail des hommes jusqu'à ce que ceux-ci ne puissent plus les nourrir. Alors, ils se tournèrent contre les hommes pour les dévorer. Puis ils se dévorèrent la chair entre eux, et ils en burent le sang, ajoute Enoch. Pareillement, dans la mythologie grecque, le titan Chronos dévore ses enfants. Ces Néphilim et ces bénis Elohim furent combattus par les anges restés fidèles à Dieu, une guerre terrible que racontent toutes les mythologies. Titanomachie et gigantomachie chez les Grecs, les Devas contre les Asuras chez les Hindous, les Ahuras contre les Daevas chez les Perses, les Vannes et les As chez les Scandinaves, une guerre qui plongea les hommes dans un chaos sanglant. Ces bénis Elohim, déchus, entrèrent en rébellion contre Dieu. Un vieux mythe germanique raconte qu'après l'effondrement d'Hyperborée,
du royaume de Thulé, peuplé de femmes très belles et instruites dans l'art de la magie, nous dit ce mythe, les rescapés se séparèrent en deux groupes, celui de la main droite sous la roue du soleil d'or et celui de la main gauche sous la roue du soleil noir. Le premier groupe suivit donc Adam vers le soleil d'or de l'esprit, et le second groupe suivit ses appétits noirs de puissance terrestre. Adam ne cessa, même après sa chute, de prêcher la mesure, l'harmonie morale et esthétique, le bien, le vrai, le beau, comme dira Platon bien plus tard. Adam apprit aux hommes à bâtir des temples. Il leur apporta l'écriture, selon le mythe sumérien du sage Adapa, Adama, Adam. Il leur enseigna la concorde, la douceur des mœurs, les soins de l'âme et du corps, le verbe qui repousse la violence, le déploiement de l'amour, la vie conquérante, les vertus, la justice et la sagesse auprès des hommes. En un mot, il les civilisa. Il enseigna l'immortalité de l'âme malgré son enchaînement aux réincarnations successives. Âme qui ne peut se libérer de la mort que par sa progression morale dans l'arbre de vie. L'arbre des chakras, qui sont comme des roues en nous, qui nous conduisent jusqu'au chakra suprême, la roue du soleil d'or. On retrouve des caractéristiques d'Adam dans le dieu grec Apollon. Apollon l'hyperboréen, comme l'appelaient les Grecs, les anciens Grecs. Dieu solaire, Apollon était un dieu solaire législateur, fondateur de temples, dieu de la concorde, de l'harmonie, de la poésie, de la purification, de la médecine, de la mesure et de la lumière de la vérité, la lumière de vérité. Avec son arc, il écarte le mal, alexikakos en grec. Il transperce notamment le serpent Python, tout comme le dieu Seth égyptien transperce le serpent Apophis, personnification du mal. Sauf qu'en Égypte, Seth y fut tellement calomnié qu'il devint le dieu du mal. L'inverse. Chef-d'œuvre de calomnie et de manipulation. Chef-d'œuvre très moderne. Ce qui est sauvage, plein de désordre et de querelles, la lyre d'Apollon l'adoucit et l'apaise, disait Euripide dans Alceste. La figure d'Apollon est la grande inspiratrice du miracle grec et de la philosophie, de Pythagore à Plotin jusqu'à Spinoza, voire jusqu'à Kant. Sans métempsychose pythagoricienne, pas de théorie des idées platoniciennes, pas de philosophie européenne. La philosophie est donc un fruit de la tradition primordiale. Tout comme Adam fut supplanté par le serpent, Apollon fut supplanté par le dieu serpent Zagreus Dionysos, et l'empire grec succomba à la démesure, l'orgueil et la fureur inspirés par Dionysos, à travers les guerres du Péloponnèse, par exemple, notamment, qui furent la cause de la chute de l'empire grec. La science moderne, elle aussi, s'acharne à la démesure dans son obstination à vouloir connaître les lois de ces reflets, de cette ombre qu'est la matière, et à vouloir maîtriser cette ombre et la transformer pour en tirer de la puissance. Mais cette puissance de l'ombre est tout aussi périssable que l'ombre elle-même. La matière n'est finalement qu'une réaction à la vie, comme l'ombre d'un individu obéit fidèlement à tous les mouvements, à tous ces mouvements bienveillants comme malveillants. Cette science moderne, qui cherche les lois d'une ombre selon le paradigme du serpent, qui fait de l'ombre la réalité, cette science moderne n'est finalement qu'une duperie, qu'une tromperie, qu'une promesse remontant à la promesse du serpent biblique, promesse d'immortalité charnelle par la science exclusive, promesse qui enlise finalement l'homme dans l'aliénation à la non-vie, dans la perdition, dans les reflets sensibles, dans les simulacres matériels, dans les mirages et dans la mort. Ceux qui croient encore aujourd'hui à cette promesse du serpent, comme les transhumanistes, et qui ne s'engagent pas, se fourvoient dans la destruction et la mort, et veulent désormais éliminer les inutiles, par exemple par des prétendus remèdes expérimentaux. Vous voyez ce que je veux dire? L'auteur démoniaque de cette promesse n'était pas dupe de la valeur de la matière, de sa non-valeur, devrais-je dire. Sa malveillance ne s'appliquait et ne s'applique toujours pas à l'ombre, mais à l'âme
des hommes et des femmes qui causèrent sa chute finalement. C'est cette malveillance appliquée qu'on appelle magie noire, et magie blanche, la bienveillance appliquée. Mais en réalité, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle, il y a simplement l'harmonie divine de la vie et de ses reflets. La bienveillance précède ontologiquement la malveillance pour la bonne raison qu'il y a un souverain bien, comme disait Platon, et qu'il n'y a pas de souverain mal. Car le mal ne peut pas être souverain, puisqu'il n'est jamais satisfait, car toujours en désir, en manque de puissance, aliéné à son impossible souveraineté. Le bien ne désire rien, il se donne et se déploie souverainement. Ce déploiement souverain de l'esprit ne peut pas se comprendre rationnellement, car ce processus de compréhension consiste exclusivement à saisir du sens, alors que le déploiement de l'esprit consiste à créer du sens. Ce sont deux mouvements parfaitement contraires. Le déploiement de l'esprit, c'est la tradition primordiale, et la saisie exclusive, c'est le modernisme. Finalement, ce modernisme n'est ni une quête de vérité, ni une aspiration à un quelconque progrès. Il se définit simplement comme une négation acharnée de la tradition primordiale, une négation obstinée de la vie, en la remplaçant par des simulacres de vie, par des simulacres d'intelligence, par de l'intelligence artificielle, par de la vie artificielle, quitte à tout emporter dans le chaos. Malheureusement, une majorité de la population humaine se laisse emporter par ces simulacres de vie et d'intelligence. Car ces simulacres, de plus en plus modernes, de plus en plus trompeurs, nous divertissent de l'angoisse de la mort. Cette entreprise gigantesque de simulacres et de tromperies n'a pu être que planifiée par les ennemis très modernes de l'humanité et de la vie, par cette rébellion contre le déploiement de la vie primordiale, par cette rébellion métaphysique contre la bienveillance divine. Rébellion qui commença par la chute d'un esprit très subtil dans son déploiement. Chute provoquée par les attirances des reflets et de l'ombre. Cet esprit subtil, déchu, rebelle, transgressif, est appelé l'esprit du serpent, chez les gnostiques et dans la Kabbale juive. Il correspond au serpent biblique. L'esprit du modernisme, c'est l'esprit du serpent. La chute de cet esprit advint dès lors que son déploiement divin initial vers l'altérité se tourna vers lui et vers son image dans un narcissisme funeste. Toute la science moderne procède de ce narcissisme métaphysique qui exclut finalement l'altérité, le mystère divin de l'altérité, qui fonde l'encore plus mystérieux déploiement primordial de la vie. Merci infiniment. Donc je vais attaquer mon intervention qui va durer à peu près 3/4 d'heure. Ensuite, vous pourrez poser des questions pour un débat et à la fin, si vous voulez, on pourra dédicacer les livres. Donc, merci pour votre attention. Vous voulez vous asseoir devant, c'est bon? Ok. Donc ça, c'est la conférence d'hier à Paris. Mais c'est exactement la même que je fais aujourd'hui ici. Donc, bonjour à tous, merci infiniment pour votre présence. Il me tenait à cœur de faire aujourd'hui une petite intervention concernant une pratique commerciale extrêmement dangereuse mise en place par le lobby de l'industrie pharmaceutique avec la complicité des élites politiques et qui consiste à engranger toujours plus de bénéfices et de dividendes, toujours plus de milliards. Comment va procéder Big Pharma ? Quelle est la stratégie mise en œuvre pour atteindre cet objectif? Pour n'importe quel bon commercial, il est aisé de comprendre que Big Pharma doit agir sur 2 leviers. Le premier, le plus simple, celui du prix des médicaments. Plus le prix est élevé, et plus les bénéfices seront importants. Logique. Mais il y a des limites à cette hausse censée être celle de la sécurité sociale et sa capacité de remboursement. Mais comme vous le verrez plus tard, ils ont trouvé plusieurs parades.
Et de toute façon, l'État n'a qu'à s'endetter encore et encore, éternellement, jusqu'à l'infini et au-delà. Deuxième levier, étant donné qu'une étude, un essai randomisé en double aveugle pour fabriquer un médicament nécessite une décennie, voire plus, que cela coûte beaucoup d'argent et que cela retarde pendant de longues années la vente du médicament et l'engrangement de bénéfices, Big Pharma tentera de raccourcir ces délais d'obtention des autorisations de mise sur le marché ou AMM, les fameuses AMM. Nous le verrons plus tard dans le détail. D'autres stratégies secondaires seront également utilisées, on en parlera rapidement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, par contre, je vais faire une longue introduction, parce qu'il faut rappeler quelques chiffres et quelques infos concernant, importantes, très importantes, concernant le monde du médicament en France. Mais bien entendu, étant donné que nous sommes chez nos amis belges, vous l'avez compris, c'est exactement la même chose ici. Hein. Donc ça dépend. Des fois, ils font pire en Belgique, des fois, on fait pire à Paris, mais c'est exactement les mêmes décisions. Dans la moyenne générale, c'est la même ânerie qui gouverne. Donc, quand je dis France, en fait, c'est Belgique, c'est pareil. La consommation alors, on va parler de la consommation de ces produits de santé. Il faut savoir qu'en moins de 2 décennies, nous sommes passés d'une dépense de 17 milliards d'euros au double. Alors, voilà. C'est-à-dire 34 milliards d'euros par an sur un budget global de 210 milliards d'euros de Sécu, environ 250 milliards d'euros si on additionne les mutuelles et le restant dû que les gens doivent payer lorsqu'ils n'ont pas de mutuelle. Donc on parle quand même de sommes astronomiques. Hein. Le budget, le PIB de l'Algérie, c'est même pas 200 milliards. C'est-à-dire que nous dépensons plus que le PIB de 45 millions d'habitants. Hein, il faut saisir ces ordres de grandeur. Il faut également avoir en tête un autre chiffre, celui des effets indésirables des médicaments, auquel on peut ajouter celui du mésusage médicamenteux, qui cause des milliers de victimes chaque année, avec des décès survenant dans un silence complice des autorités de santé, des autorités politiques et des médias. C'est quand même assez curieux ça, parce que il y a des milliers de morts et personne n'en parle. Un groupe de médecins, qui s'appelle le collectif Bon Usage du Médicament, avait publié en 2018 un communiqué rappelant que 10 000 personnes décédaient chaque année du fait du mésusage médicamenteux, ainsi que 130 000 hospitalisations d'une durée moyenne de 10 jours. Enfin, c'est de l'industriel, c'est un génocide. Nous avons donc 3 fois plus de victimes que celles dues aux accidents de la route et absolument aucune prévention pour y remédier, bien au contraire. C'est quand même fou. Victimes des accidents de la route, on va vous en parler tout le temps, ça passe à la télé, on va mettre des radars partout, des gendarmes par-ci par-là, des radars mobiles. Là, on a 3 fois plus de morts à cause du mésusage médicamenteux, hein, les gens qui se trompent de médicaments, qui se trompent de dosage. Et il n'y a pas une seule campagne de prévention, rien. Concernant les effets indésirables, ça c'est les effets indésirables des médicaments, même quand ils sont bien utilisés, ce n'est pas le mésusage. Eh bien, il s'agit de 18 000 décès. Plus 10 000, ça fait 28 000. Chaque année, qui sont imputables aux médicaments. Ces chiffres sont très clairement sous-estimés, car la réalité est beaucoup plus effrayante, étant donné la défaillance du système de pharmacovigilance que l'on connaît tous, et dont certains estiment qu'il ne reprend pas, qu'il reprend à peine 1-2% de la réalité. Pire encore, ces 18 000 morts qui se répètent inlassablement chaque année, hein, je le répète, hein, c'est pas comme, je sais pas moi, enfin, là c'est chaque année, c'est 18 000. L'effet indésirable, 10 000 mésusages, chaque année. C'est-à-dire en 10 ans, ça fait combien? 280 000. Donc toutes ces morts sont pour une grande partie évitables, car sur les 5 000 médicaments disponibles dans les officines, 5 000, il n'y a pas 5 000 maladies, hein, pourtant il y a 5 000 médicaments. La très grande majorité est totalement inefficace, voire dangereuse, comme l'expliquent parfaitement les professeurs Bernard Debré et Philippe Even dans leur livre « Guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux » paru en 2016. La revue Prescrire revient également régulièrement sur la dangerosité d'un nombre important de médicaments, étant donné leur totale inefficacité, avec une inversion de la balance bénéfice-risque. Malgré la publication, d'ailleurs c'est même plus une inversion de la balance bénéfice-risque, c'est qu'il y a bénéfice 0, risque 10 000. Vous voyez,
C'est une inversion totale du système. Malgré la publication régulière de cette liste de médicaments par la revue Prescrire, ces médicaments n'ont toujours pas été retirés du marché et sont toujours commercialisés et remboursés par la Sécurité sociale. C'est extraordinaire. Vous avez une revue Prescrire, la seule revue, même si elle a complètement déconné avec le Covid, hein, puisqu'ils ont donné une médaille à Pfizer, etc. Bref, mais ils sont quand même assez critiques sur les médicaments et ils font une liste de 95, une centaine de médicaments chaque année qui sont dangereux et totalement inutiles, avec des effets indésirables extrêmement graves. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos. Eh bien, ça ne sert strictement à rien, c'est toujours remboursé. Faut-il rappeler que selon un collectif de médecins et également l'OMS, ce qui est quand même assez curieux, une liste de 200 à 300 médicaments est amplement suffisante pour traiter toutes les maladies connues. C'est tout. Avec 200-300 médicaments, on y arrive. En d'autres termes, les autres 4007 ou 4008 spécialités pharmaceutiques ne servent à rien et représentent un risque supplémentaire pour la santé, aussi bien des malades que la santé des finances du trésor public. Dans tous les cas, tout le monde doit remarquer à quel point la politique du médicament en France est désastreuse, notamment par la crise sanitaire du Covid-19 qui a démontré à quel point les pénuries étaient nombreuses et elles se sont accentuées avec le temps. Nous sommes tout de même dans un pays qui dépense 250 milliards d'euros chaque année pour la santé, avec un PIB de 3 000 milliards d'euros annuels, et où il a été fait usage d'anesthésiques vétérinaires pour les humains. Voilà ce qui s'est passé pendant le Covid. On a assisté à des pénuries de médicaments essentiels et vitaux, car toute l'industrie pharmaceutique a été délocalisée à l'étranger, notamment en Chine et en Inde, afin que Big Pharma fasse toujours plus de bénéfices, avec des coûts de revient très bas. Il faut savoir que 100% du paracétamol est fabriqué hors de l'Union européenne, ce qui rend son approvisionnement impossible en cas de conflit, en cas de guerre, en cas de crise. C'est ce que nous avons vécu ces 3 dernières années. Et on peut également rajouter la pénurie de tout, quoi, des respirateurs, là, des concentrateurs d'oxygène, des masques, les médicaments. On a les antibiotiques, les antidiabétiques, les anti-inflammatoires, des anesthésiques, les anticancéreux, les antiépileptiques. Qu'est-ce que j'oublie encore? Ben voilà. Les gens, aujourd'hui, ils vont en Italie pour se procurer certains médicaments. Pour le docteur Amin Oumlil, pharmacien Choletais, spécialiste de la pharmacovigilance, je le cite, « Cette crise est le résultat de plusieurs facteurs. La recherche de profit des laboratoires en est un. Mais il serait simpliste de tout résumer à cela. Les autorités auraient également dû être plus vigilantes sur la maîtrise des médicaments. En laissant cette production se délocaliser, on perd le contrôle. Du coup, la France et même toute l'Europe sont dépendantes de la production des pays asiatiques. La pénurie de masques en pleine crise coronavirus en est un exemple criant. Je rappelle qu'au Maroc, il n'y a pas eu de pénurie de masques. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais on édite un pharmacien marocain, un très grand écrivain, un traditionnaliste de grande qualité qui s'appelle le docteur Ali Benziane. Et quand il y a eu toutes ces pénuries dans les pharmacies françaises, il y a quelques mois, je l'appelle, je lui dis « Alors, qu'est-ce qui se passe chez toi? Tu as des pénuries ?» Il me dit « Non, pas de pénurie chez nous. » Le Maroc, c'est quand même voilà, j'ai envie de dire, c'est pas la Tunisie. C'est quand même 35, 36 ou je ne sais plus combien de millions de personnes. C'est un grand pays, il y a beaucoup de monde. Et malgré, ils vivent les mêmes crises que nous, et eux, ils n'ont pas de pénurie. C'est quand même intéressant. Des centaines de médicaments sont en tension, des centaines. Selon France Asso Santé, je les cite, le nombre de médicaments en pénurie augmente dans de terrifiantes proportions. Notre baromètre sur le droit des malades pour 2023 montre que 37% des Français ont été confrontés à une pénurie. Une augmentation de 8 points par rapport à 2022. Et pourtant, vous allez voir nos zozos de Véran Templan, d'Agnès Buzyn, de François Braun nous expliquer qu'ils ont fait un plan pour le médicament, un plan pour la pénurie, le Ségur de la santé, on va tout régler, on va réintroduire en France ceci, cela. Ben en fait, plus le temps passe, alors en 3 ans, les gens ils pensent que 250 milliards, non, 250 milliards c'est par an. En 3 ans, 2020, 2021, 2022, là 2023, mi-2023, on a dépensé 750 milliards, plus 125, ça fait 875 milliards pour la santé, avec toutes les pénuries que l'on connaît. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tout retard de prise en charge de ces médicaments, de prise de ces médicaments par un malade, peut entraîner des conséquences dramatiques. Une perte de chance, c'est le terme utilisé en médecine légale,
irrémédiable pouvant entraîner la mort ou une aggravation. Hein. Quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un il va faire une crise d'épilepsie, va tomber, va s'ouvrir le crâne, le diabète pareil, il va avoir une infection, une aggravation, quoi, une infection, une surinfection, etc. C'est cash, hein, on le paye cash. Selon le docteur Amin Oumli, ces pénuries vont obliger les praticiens à prescrire des médicaments, d'autres médicaments, à la va-vite, qui auront des effets indésirables supplémentaires qui auraient pu être évités. Il a fait un travail là-dessus. Et d'ailleurs, la revue Prescrire vient de publier en 2023 un document concernant les conséquences dramatiques de ces pénuries. Directement responsables d'effets indésirables nombreux, parfois mortels. Je les cite. En 2020-2021, les centres régionaux de pharmacovigilance français ont mené une étude sur les conséquences des pénuries de médicaments. Sur la période 85-2019, les centres ont recensé et analysé 462 observations, correspondant à 726 effets indésirables, surtout hospitaliers. Près de la moitié des cas notifiés ont été considérés comme graves. 9 patients sont morts. Selon la revue, les pénuries ont des conséquences néfastes directes pour les patients et pour les soignants, mais aussi sur le système de soins, participant à aggraver encore une situation déjà dégradée. Aggraver encore plus une situation déjà dégradée. Selon le professeur Peter Gutsch, ex-directeur du réseau Cochrane, groupe d'experts indépendants très connu, mais vraiment indépendant et courageux, les médicaments seraient à l'origine de centaines de milliers de morts par an dans le monde. Je dis bien centaines de milliers de morts. Pour lui, c'est la 3e cause de décès après le cancer et les maladies cardiovasculaires qu'il l'eût cru. Les médicaments tuent autant que les cancers et les maladies cardiovasculaires. Je rappelle qu'ils sont censés guérir. Hein. Bon, c'est juste un détail que beaucoup de gens ont oublié. Après avoir profité de subventions publiques pour le maintien de l'emploi, de crédits d'impôt recherche, parfois même des dons via des campagnes nationales, comme Généton, j'en parlerai après, Big Pharma a délocalisé ses usines en mettant en danger la santé des Français. Ce faisant, elle a fait exploser ses bénéfices, sachant qu'aujourd'hui, l'industrie représente à peu près plus de 1000 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel mondial, avec une croissance à 2 chiffres depuis 20 ans. De l'argent facile avec très peu d'investissement, contrairement aux allégations de la propagande. Hein, on va rentrer dans le détail. Hein. Alors, le représentant mondial de Big Pharma est le très secret club Dolder. Ça, c'est le représentant, c'est le vrai gros lobby de Big Pharma. Donc, il représente 25 dirigeants des plus grandes entreprises mondiales. Il a été créé en 1970. Le club s'était réuni en mi-2021 à Paris, la veille d'une réunion du Conseil stratégique des industries de santé, le CSIS, relancé par Emmanuel Macron. Il avait déjà été reçu en 2019 afin de parler de la... Écoutez bien cette phrase, hein, et dites-moi si ça a un rapport avec la santé. Écoutez cette phrase. On se concentre, les amis. Donc, le groupe Dolder vient parler de la croissance du marché français et les délais d'accès, ainsi que le climat général de l'investissement en France, le rôle de la France en faveur de l'innovation en Europe. Qu'est-ce que ça a à voir avec la santé? En fait, on a l'impression qu'ils sont en train de parler de smartphone ou de vélo. On parle de la santé. C'est-à-dire que si le malade n'est pas mal, si l'être humain n'est pas malade, on ne lui vend rien. C'est logique. Donc c'est pas un marché normal. Hein, une société où il y aura beaucoup de vieux, il y aura une certaine consommation. S'il y a beaucoup de jeunes, il y aura... C'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer des maladies, mais c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont pousser à la consommation. Et le problème, c'est que si je te pousse à acheter 3 bagnoles, c'est pas très grave. Tu auras peut-être du mal à les garer, tu vas les mettre dans la rue à côté, mais c'est pas très grave sur ta santé. Mais si je te pousse à prendre 3, 4, 5 médicaments, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Toujours, alors, la croissance du marché français, hein, si je dois faire croître le marché français, je dois faire consommer plus de médicaments. Hein. Les délais d'accès, raccourcir ce que je vous ai dit sur les AMM, donc, et même l'innovation, et le climat général de l'investissement. Non, la santé, ce n'est pas un investissement. Je suis désolé, c'est un service public. Toujours cette même rengaine du raccourcissement des délais d'accès, ce fameux prétexte à l'innovation, alors que nous n'avons même pas accès aux médicaments essentiels. Hein. On n'a même pas accès au Doliprane, à l'antibiotique, à l'antiépileptique, à l'antidiabétique. Il y a des millions de diabétiques en France, je crois qu'ils sont 3 millions. Hein. Ils n'ont pas accès à ces médicaments. Par contre, attention, vous allez avoir accès rapidement aux médicaments innovants. En France, le représentant de Big Pharma est le LIM. Le LIM, il est présidé par Frédéric Collet. J'en parlerai juste après, ne vous inquiétez pas. Patientez, on va bien s'amuser.
Nous connaissons également la proximité d'Emmanuel Macron avec Big Pharma, sachant que c'est l'ex-patron de Sanofi, Serge Weinberg, qui l'a introduit auprès de la banque Rothschild. C'est bien chez ce bankster d'affaires qu'Emmanuel Macron fera un joli coup en validant l'accord Nestlé-Pfizer à plusieurs milliards d'euros. Malgré le scandale monumental de la Dépakine, de Sanofi, hein, c'est Sanofi la Dépakine, dont Sanofi s'est rendu coupable, l'entreprise connaissait la dangerosité de la Dépakine depuis 1980. Cela n'a pas empêché Emmanuel Macron de décerner le grade de commandeur de la Légion d'honneur à Serge Weinberg le 1er janvier 2020. C'est ce même Serge Weinberg qui était dans les salons de l'Élysée le jour de l'intronisation d'Emmanuel Macron en 2017, lors de son premier mandat, et Macron il avait fendu la foule en deux pour aller lui faire un bisou. En fait, c'est très simple à comprendre. Depuis l'arrivée de Macron à la présidence de la République en 2017, le chiffre d'affaires des médicaments remboursés a augmenté de 14%, de 16%, alors qu'il avait augmenté de 4% le quinquennat précédent. Donc il a fait un 400% d'augmentation. Ça s'appelle un renvoi d'ascenseur. Emmanuel Macron sait remercier ses mentors. Ça, c'est pour le coup un investissement. Encore une fois, il s'agit ici de plusieurs dizaines de milliards d'euros gaspillés pour des traitements inutiles, voire dangereux. Somme pourtant essentielle à la santé des Français, car imaginez avec ce qu'on peut faire avec un tel pactole. Un CHU, c'est 250 millions d'euros. Avec 1 milliard, vous construisez 4 CHU. Un IHU, c'est pratiquement pareil. Donc imaginez comment vous allez pouvoir quadriller tout le territoire français. Vous allez pouvoir embaucher encore plus de personnel soignant, de médecins. Vous allez mettre fin aux déserts médicaux, sachant que les déserts médicaux égale augmentation de la mortalité par un retard de prise en charge et une perte de chance. Madame Rosen Le Saint précise à la page 23 de son livre « Chantage sur ordonnance » comment les labos vident les caisses de la Sécu. Emmanuel Macron est très proche des laboratoires pharmaceutiques. Elle nous explique dans le menu détail comment le LIM, le lobby Big Pharma français, le LIM, L-E-E-M, invite tous les décideurs politiques dans des endroits luxueux, haut de gamme, avec des factures de 78 000 € pour 250 convives. Ça fait 312 € par convive. C'est le prix d'un 3 étoiles Michelin. C'est caviar, gibier, champagne. Bon. C'est de la corruption, c'est une évidence. On apprend également à la page 33 de ce livre que le conseiller santé d'Emmanuel Macron n'était autre que Jean-Jacques Mourad, qui comptabilisait 66 interventions chez le seul Servier, pour un montant total de 80 000 € de notes de frais. On comprend aisément pourquoi le gouvernement voulait subventionner le milliardaire Servier afin de relocaliser sa production en France. La décision a été annulée après sa médiatisation et le scandale qui s'en est suivi. Vous vous rendez compte ? Et si ça n'avait pas été médiatisé, ils auraient fait un gros chèque d'1 million d'euros à Servier. Comment est-il possible, je pose une question simple, hein, comment est-il possible de subventionner une entreprise de 22 000 salariés au chiffre d'affaires de près de 5 milliards d'euros avec de l'argent public? Je sais pas, moi je croyais que les subventions c'était pour les associations, pour je sais pas, les restos du cœur, les trucs vraiment publics, des gens, des bénévoles qui ont besoin d'argent, qui ne prennent même pas des salaires et qui font le bien autour d'eux. Là non, là on prend des multimilliardaires et on leur donne le pognon. Mieux encore, Emmanuel Macron fera un chèque de 200 millions d'euros à l'industrie, dont Sanofi, pour rapatrier la production de 13 molécules, alors que cette entreprise de 95 000 salariés, 123 milliards de capitalisation boursière et 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires est loin d'être dans le besoin, vous en conviendrez. Il est curieux d'entendre ensuite ces mêmes décideurs politiques expliquer à longueur de journée que les caisses sont vides, qu'on est en faillite, et ils ont même ils ont le culot d'aller retirer 5 € d'APL aux plus nécessiteux, aux plus fragiles d'entre nous, tout en signant de très gros chèques aux plus gros milliardaires du monde. Ceci n'empêchera pas, parce que si vous croyez que c'est déjà grave tout ça, les amis, comme le pire ne déçoit jamais. Sanofi, 9 jours après ce gros chèque de Macron, 9 jours après, elle annonce la suppression de 1700 postes sur 3 ans dans toute l'Europe, dont 1000 en France. Il faut ajouter à cela une somme de 100 millions d'euros chaque année de crédit d'impôt recherche, alors que les effectifs de recherche et de développement diminuent chaque année, comme l'explique Madame Le Saint à la page 110.
Un crédit d'impôt recherche octroyé sans aucune contrepartie, aucune vérification ni obligation de maintien de l'emploi en France par exemple, c'est du jamais vu, un comportement complètement irresponsable des autorités publiques qui confinent à la complicité. C'est de la complicité de détournement d'argent public. Hein. Venons-en maintenant à la première stratégie la plus efficace, qui consiste à élever systématiquement les tarifs des médicaments en France. Nous savons déjà que les prix sont beaucoup plus élevés en France que chez certains de nos voisins comme l'Italie ou l'Espagne. Nous n'allons même pas parler des pays africains qui ont des prix 10 à 50 fois, voire plus, moins chers pour exactement le même produit. On comprend du coup que Big Pharma ne fixe pas ses prix des produits selon leur coût de revient, mais selon la capacité de l'État à payer. Plus le PIB est élevé, plus le prix du médicament sera élevé. Mieux encore, plus les élites politiques sont corrompues, stipendiées par Big Pharma, et plus la sécurité sociale va payer, va rembourser des médicaments sans rechigner. Prenons l'exemple du médicament contre l'hépatite C du laboratoire Gilead. Le Sovaldi, le fameux Sovaldi qui est en plus très efficace, pour une fois. Eh bien, il coûte à la Sécu en France 54 000 € par patient. Ce même produit est vendu 720 € aux Égyptiens, 75 fois moins cher. 75 fois moins cher. Quand je fabrique une prothèse dentaire, son prix ne dépend pas de la richesse du patient ou de la marque de son véhicule. Ça a un prix de revient, c'est logique. Ben là, Big Pharma, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme nous le verrons plus tard, le prix de revient de tous ces traitements ne dépasse généralement pas les quelques dizaines d'euros pour les plus coûteux. Notamment, hier, le docteur Gérard Delepine parlait du Gardasil, qui coûte 116 €, je crois. Le prix de revient, c'est 1 €. Hein. Voilà. En réalité, la stratégie la plus efficace sera celle de la pénurie. Pourquoi ? Car le concept de la pénurie, en fait, il est inconcevable. En France, c'est pas possible, ça n'a aucun sens. C'est tout simplement du chantage, en fait. Hein. Je vais vous l'expliquer, c'est très simple à comprendre. Le médicament étant remboursé en France en 30 secondes, vous mettez la carte vitale, c'est remboursé, il n'y a pas de souci. Et étant donné que la France est une grosse consommatrice de médicaments, malheureusement, une des plus grosses consommatrices au monde, le peuple français consomme beaucoup de médocs, il n'y a aucun intérêt à avoir une rupture. C'est pas commercial, c'est une boulette en fait, c'est grave. Sauf si l'objectif est celui de faire augmenter les tarifs en expliquant que le marché est à flux tendu et qu'il faut payer aussi cher que les voisins allemands. Les voisins allemands, ils n'ont pas de rupture de stock parce que ça part là-bas. Mais on ne vous dira jamais que l'italien n'a pas de rupture de stock, mais c'est beaucoup moins cher chez lui. Concernant les stocks de sécurité, Big Pharma a toujours combattu cette obligation légale en prétextant que c'est de l'argent dormant. Ce qui est pourtant faux, hein, étant donné qu'il y a une pénurie sur tout le territoire et une grosse consommation, le stock ne durerait pas longtemps en fait. Il y a un turnover, ça tourne beaucoup, il y a de la consommation. Devinez qui sera responsable de la recherche de solutions afin de limiter les risques de rupture d'approvisionnement en France. Monsieur Jacques Biot, désigné par Édouard Philippe, Premier ministre, qui fut un haut responsable chez Pasteur Mérieux Sérum et Vaccins. Sa préconisation ne s'est pas fait attendre puisqu'il nous expliquera le 13 avril 2022 à Sciences Po que la solution pour arrêter cette pénurie, c'est, à votre avis, l'augmentation des prix. C'est fou, hein? C'est quoi le rapport? Il n'y a que chez eux que vous entendez ça. Hein? C'est extraordinaire. Nous, on vend des livres. Vous voyez, j'ai une maison d'édition, on vend des livres. Moi, si j'ai 10 000 personnes qui veulent mon livre, j'imprime. J'arrête pas d'imprimer. Il n'y aura pas de rupture. Hein? C'est sûr et certain. Personne ne fait ça. Vous pouvez faire ça un certain temps. Au début, quand vous êtes une très grosse marque, vous créez l'envie, la rareté, mais ça ne dure pas longtemps. Et il vous faut une présence spectaculaire dans les médias, etc. C'est une très grosse marque, mais sinon, dans l'absolu, il n'y a personne qui fait ça, sauf Big Pharma. Mais ce qui est le plus choquant et troublant dans ce bras de fer qui n'en est pas un entre Big Pharma et les autorités publiques, c'est le fait que c'est bien l'État qui est en position de force. C'est lui qui doit pouvoir, sans aucune difficulté, imposer son prix, car c'est lui qui paie en dernier ressort. Et c'est lui qui doit imposer aussi les stocks de secours. Point à la ligne. Et vous le verrez, hein, il y a des lois et elles ne sont pas respectées. Pourtant, nous avons la curieuse impression que lors des négociations dans le CEPS, c'est le Comité économique des produits de santé, et Big Mafia, donc que lorsqu'il y a une négociation, on a l'impression qu'ils sont à égalité. Faut-il rappeler que cette industrie ultralibérale ne doit sa fortune qu'à l'argent de l'État?
C'est du communisme pur. Comment est-il concevable d'accepter de payer plus cher des médicaments fabriqués par des entreprises multimilliardaires ayant parfois des capitalisations boursières aussi importantes que le budget de la France, tout en leur donnant des subventions publiques pour relocaliser leur production dans l'Hexagone? Comment c'est concevable intellectuellement? Une commission d'enquête en cours réalisée au Sénat et présidée par Mme Laurence Cohen a reçu les plus gros industriels, Lavoisier, Pierre Fabre, Delbert, UPSA, Sanofi, Pfizer France, ainsi que les cabinets conseils privés, Bain, McKinsey, BCG, le Boston Consulting Group, Roland Berger et AEC Partners. La présidente de la commission, Mme Cohen, n'a pas été du tout satisfaite des déclarations des uns et des autres parce qu'ils disaient que personne n'était responsable. Ah non, c'est pas nous on n'a jamais travaillé, les agences de privées ils disent non, nous on n'a jamais conseillé sur la délocalisation, les entreprises non, je ne me souviens pas, alors que toute l'industrie quasiment a été délocalisée, ça c'est le réel. Mais il n'y a pas eu de prise de décision, c'est-à-dire ils se sont réveillés le matin, le type il va dans la banlieue parisienne à son usine, ah il la trouve pas, elle est où? Elle est en Chine. Ah bon? Ah je savais pas. Donc maintenant il faut que j'aille vivre en Chine. Ah d'accord, et c'est où déjà? Qui peut croire de telles sottises? Alors j'en étais où? Le rapport est attendu pour le 7 juillet, ça va être très intéressant parce qu'à mon avis ils vont se faire défoncer. Pour couronner le tout, nous sommes du coup ici dans le registre de l'humour et du loufoque. La première ministre Elisabeth Borne vient de lancer une équipe de choc. Ils adorent ça, les task force. Le 25 janvier 2023, encore une autre équipe sur une autre équipe sur une autre équipe. Afin de mettre fin à ces pénuries de médicaments, cette équipe de 6 personnes est composée de 4 personnalités issues du privé et parmi elles, Frédéric Collet, le patron du LIM et de Novartis, dont on a déjà parlé. C'est à peine croyable et c'est pourtant le monde qui s'impose à nous. Comment est-il possible de mettre autour de la table les responsables de la pénurie? Dans un monde civilisé, une société civilisée, le type il doit être en justice. Tu passes déjà par la case prison, 15-20 ans. Après, tu as interdiction de faire quoi que ce soit et tu dégages de la vie publique. On ne veut plus te voir. Logiquement, c'est comme ça, non? On ne prend pas ceux qui ont créé le problème, on ne les appelle pas, au secours, trouvez-nous des solutions, ça n'a pas de sens. En fait, ils sont là pour continuer à protéger, ils font du lobbying, ils protègent leurs intérêts. Sauf que la situation est encore beaucoup plus perverse lorsque l'on apprend que les autorités peuvent sanctionner l'industrie si les pénuries persistent. Curieusement, ce n'est jamais le cas. L'ANSM, qui est responsable de l'application de cette réglementation, n'a fait jouer celle-ci que 2 fois seulement, comme l'explique la journaliste Anne Jouan, dans un article paru dans Paris Match le 17 mai en 2023, intitulé « Médicaments l'intolérable pénurie », que vous voyez à l'écran. On y apprend que l'ANSM a sanctionné les industriels à peine 2 ou 3 fois, hein, les doigts d'une main, comme elle le dit, alors que les signalements de pénurie se comptabilisent par milliers et durent depuis des années, mettant en danger la vie des Français. J'ai voulu d'ailleurs chercher qui étaient ces laboratoires responsables, mais le site de la NSM supprime au bout d'un mois la communication. On se demande bien pourquoi, mais on peut le retrouver sur le site de Wayback Machine. Hein, on n'est pas bête quand même. Donc j'ai retrouvé l'entreprise. Du coup, alors c'est la coopération pharmaceutique française qui a été sanctionnée le 24 novembre 2022, une sanction financière de, tremblez, 15 139 €. Bouh! Vous en conviendrez, ce n'est pas une telle somme qui fera trembler Big Pharma. Lorsque l'on connaît le chiffre d'affaires de cette mafia, une somme pareille n'aura absolument aucun effet, à l'instar des condamnations pénales des dirigeants responsables de milliers de morts, à des peines ridicules de prison avec sursis. On aimerait enfin savoir comment est-il possible d'avoir en guise de condamnation 2 sanctions alors que les pénuries se comptent par milliers. C'est extraordinaire, et cette loi existe depuis 2015. L'ANSM brille encore une fois par son incompétence, elle qui a été condamnée dans le scandale du Mediator à 300 000 € d'amende, et pour un chef d'accusation quand même assez extraordinairement grave, homicide et blessures involontaires. Ils ont tué des gens, involontairement, mais ils ont quand même tué des gens. L'ANSM. Cette stratégie de la création de la pénurie pour augmenter les profits est loin d'être un sujet de complotiste, hein, puisqu'un documentaire a été diffusé en avril 2022 sur Arte, il y a 1 an, réalisé par M. Xavier Deleu et intitulé « Médicaments, les profits de la pénurie ». Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, tout le monde est au courant.
Ensuite, la technique de la pénurie ayant parfaitement fonctionné, viendra s'ajouter la stratégie du prix de vente décidée en secret par Big Pharma, dans une structure totalement opaque, la CEPS, j'en ai déjà parlé. Après s'être débarrassé de tous les produits matures désormais délocalisés, les produits anciens, ça y est, maintenant c'est fabriqué en Chine, en Inde, Big Pharma va accentuer ses efforts sur les innovations thérapeutiques. Et il faut dire que c'est à ce moment-là que la nausée vous prend à la gorge et à la tête, et la lecture des prix indécents de ces médicaments, franchement, donne envie de vomir. Le produit de Novartis, le Zolgensma, Frédéric Collet, le patron du LIM, le Zolgensma concentre sur lui toute l'énormité de l'escroquerie mafiaceutique. Ce médicament coûte 2 millions d'euros, les amis. 2 millions d'euros par enfant malade à la sécurité sociale. Le prix a été décidé par des responsables cyniques, totalement déshumanisés, qui profitent de la détresse des familles pour faire exploser leurs tarifs. C'est pour le coup un véritable chantage. Il manque plus que le flingue sur la tempe ou le couteau sous la gorge, quoi, c'est pareil. Ils iront même jusqu'à mettre en place de fausses associations de malades. Ça, c'est une grande technique de Big Pharma, qui finance les associations de malades, afin de multiplier les passages sur les plateaux télé en expliquant comment sauver leurs enfants, etc. Et c'est vrai qu'ils pourraient s'opposer au sauvetage de la vie d'un enfant. Sauf qu'il y a un gros problème, parce que si, ce faisant, on vide les caisses de la Sécu, il y aura des morts d'un autre côté. Donc, ce n'est pas responsable au niveau de la santé publique. Les plus naïfs d'entre nous vont tomber dans le piège de l'innovation. iPhone 12, iPhone 48, et la technologie, quadruple corps, Pentium, je ne sais pas quoi. C'est vrai qu'on tombe souvent dans ce travers, sauf que c'est totalement faux, puisque le produit initial, le Zolgensma, a été créé par le Généton, les dons, vous voyez, comme le Téléthon. Donc c'est le public qui a permis la découverte de ce produit, qui a été vendu à une start-up américaine. Eux, ils ont développé et ils l'ont vendu à Novartis. Et malgré cela, Big Pharma considère que ces achats, Novartis va déclarer ça, cet achat, dans la case recherche et développement, alors qu'ils n'ont rien cherché et rien trouvé. Ils ont juste acheté. Ainsi, ils pourront avoir des crédits recherche. Et ils vont voler quelques centaines de millions d'euros, comme ça. À chaque fois, chaque phrase, c'est attention, là on est sur le centaine de millions d'euros, le milliard, le 20 milliards, on ne parle pas de quelques dizaines d'euros. Et après, on va nous parler du citoyen qui a détourné 2000 euros à la CAF, le grand voyou. On peut trouver, la CAF c'est les allocations, logement, tout ça. On peut trouver dans le livre des docteurs de l'épine, qui était hier avec nous à la conférence, médicaments anti-cancer peu efficaces, souvent toxiques et hors de prix, publié aux éditions Michelin en 2017, une liste interminable de médicaments aussi inutiles que dangereux et fort coûteux. Toujours fort coûteux. On y apprend d'ailleurs qu'aux États-Unis, pays de tous les excès, l'achat de nouveaux médicaments supposés miracles est la première cause de faillite personnelle. Prenons l'exemple de l'Herbitux. Un flacon, c'est 800 euros. C'est un médicament censé combattre le cancer, c'est une chimiothérapie, censé combattre le cancer du côlon métastatique. Il a été autorisé à la vente en 2007 par la FDA, après une étude sur 572 patients qui aurait démontré l'augmentation de la survie, pour ceux qui prennent l'Herbitux, de 45 jours. Moi, sincèrement, je suis resté choqué. Je me suis dit, s'il a 40 ans, qu'il survit au cancer, il y a moyen de vivre 40 ans, non? S'il est guéri, il y a moyen de vivre 30 ans, 20 ans. S'il a 50 ans, la moyenne d'âge, l'espérance de vie, c'est 82 ans. 80 ans pour les hommes, 82, 83 pour les femmes. Il survit à 60, il peut vivre encore 20 ans. Non, 45 jours. Ça devrait être interdit, un truc pareil. Après sa commercialisation, des études ont été réalisées. Parce que, en fait, quand vous faites des études, Big Pharma va faire des études, ils vont les falsifier. Bon, super, les résultats sont super, on va vendre le médicament. On va le rembourser, très bien. Mais après, n'importe quel médecin peut faire des études. N'importe quel hôpital peut faire des études sur ce traitement, puisqu'ils le prescrivent. Et ils voient que sur 200, 300 malades, il n'y a pas de résultat. Ils ne peuvent pas le cacher longtemps, en fait. Ça finira par se découvrir. Donc, et ils ont découvert que son utilisation en première ligne, en deuxième ligne, en post-opératoire, nul. Aucun intérêt. Pire, certains ont constaté une diminution d'espérance de vie pour ceux qui prennent l'Herbitux. Exactement comme le Gardasil, qui est censé, le vaccin
la triple injection de Gardasil qui est censée sauver du cancer du col de l'utérus et qui a augmenté les cancers du col de l'utérus. Mais ce qui va suivre est encore plus préoccupant et démontre à quel point les institutions sont corrompues, puisqu'on trouve à la page 22 du livre des docteurs de l'épine, Nicole et Gérard, que la HAS va publier le 2 novembre 2015 un avis concernant cette chimiothérapie qui, selon elle, n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu, le fameux ASMR. Par contre, cette même HAS explique que le SMR, le service médical rendu, est très bon, on peut rembourser, il n'y a pas de problème. Sachant que 2% qui prennent ce médicament meurent. Il est estimé à 2% le risque de décès lié au traitement par Erbitux. Eux, c'est même pas 45 jours d'espérance de vie, on meurt. On leur enlève des années qu'ils auraient pu vivre. La sécurité sociale paye 50 000 € par malade et par an pour ce poison défaillant. On peut multiplier les exemples dans cet ouvrage avec d'autres médicaments comme l'Avastin, l'Alimta, le Geofftrif, l'Iressa, le Yondelis, le Votrian, avec des ASMR égales à 0, officiels publiés par la HAS. Les responsables politiques ont décidé de rembourser ces médicaments extrêmement chers de manière unilatérale et totalement irresponsable. Ce sont ces mêmes responsables politiques qui passeront leur temps à la télévision en train de nous critiquer, nous autres citoyens, concernant notre surconsommation de médicaments pour nous culpabiliser. Vous vous rendez compte? Ils nous vendent des médicaments hors de prix, totalement inefficaces, après on nous explique que c'est nous les coupables. Alors que ce sont eux, c'est irréel. Ensuite, comme autre stratagème, Big Pharma va vouloir raccourcir de manière drastique la durée de les AMM afin de commercialiser rapidement leurs produits. Ainsi, ils pourront encaisser les bénéfices beaucoup plus vite, sauf qu'en faisant cela, ils mettent en danger les consommateurs parce qu'ils ne vont pas faire le nécessaire concernant la sécurité, la génotoxicité, est-ce que c'est cancérigène ou pas. Vous vous rendez compte, pour savoir si c'est cancérigène, il faut attendre des années. Donc il faut 10-15 ans pour un médicament. Minimum 10 ans. Pour un vaccin, c'est 10 ans. Pour le démontrer, nous allons prendre l'exemple de l'actuel ministre de la Santé, François Braun. Comment Big Pharma va faire pour accélérer la mise sur le marché des médicaments en raccourcissant les AMM. Alors, c'est simple. François Braun, l'actuel ministre de la Santé, a participé à une émission sur BFM Business en 2022. Il faisait la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Nous apprenons dans ce livre de Madame Rosane Le Saint, Chantage sur ordonnance, qu'une émission a été réalisée intitulée Check-up Santé, qui donnait la parole au président du lobby du médicament français, le LIM, donc Frédéric Collet. Il est partout. L'ex-patron de Novartis, 2 millions d'euros, le Zolgensma. Afin de présenter cette série de 4 émissions, le LIM, comme vous le voyez sur le diaporama, affirme sur son site qu'il a répondu à l'invitation de l'émission de BFM Business, alors que c'est le LIM qui a payé cette émission. Il n'a pas été invité, il a payé, il a commandé. C'est gravissime. Bien entendu, sur le plateau, aucun travail journalistique sérieux ne sera effectué, aucune question gênante posée, juste on leur a servi la soupe. C'est tout. Insupportable, c'est extraordinairement grave, franchement c'est au-delà de tout. Donc toujours la même rengaine, il sera question de la lenteur de l'arrivée sur le marché des médicaments et donc du raccourcissement des délais d'AMM. On observera aussi un changement de vocabulaire. Les médicaments, ce ne sont pas des coûts, des dépenses, mais des investissements. Je ne sais pas à quel moment un médicament peut être considéré comme un investissement. C'est un médicament. Hein, moi, encore une fois, je reviens à mon cas. Je vous soigne une carie, je vous mets une céramique. En quoi c'est un investissement? C'est un soin. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais en fait, vous allez le comprendre après, pour eux, parce qu'une dépense c'est trop grave, un investissement, il y a un retour sur investissement. Ce qui est un mensonge. Donc, ainsi, un médicament miracle évitera une hospitalisation longue et coûteuse. Il mérite donc d'être vendu plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros. Parce que maintenant, je vais vous dire, oui, mais moi, je vais lui sauver la vie. Ce gamin de 20 ans a coûté à la société, il vaut 2 millions d'euros. Donc moi, j'ai sauvé 2 millions d'euros. Donc il faut payer le médicament 2 millions d'euros. Ça n'a absolument aucun sens. Ce même François Braun va participer à une conférence en ligne réalisée le 28 mars 2022 par le cabinet de conseil NIL, dans lequel il parlera d'accélération de la commercialisation de médicaments innovants made in France vendus à prix d'or. Il considère que cela fait partie du programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Avec des ministres pareils, Big Pharma n'a même plus besoin de VRP ou de lobbyistes. Il n'a plus besoin de payer cher des salariés. François Braun le fait très bien. Le loup est dans la bergerie.
D'ailleurs, on peut voir, c'est extraordinaire, 124 vues la vidéo, 4 likes, ces gens n'existent pas en fait. C'est vraiment un coup d'État, c'est de la piraterie, ces gens n'existent pas. Tout le monde les déteste, personne ne les croit, mais ils ont le pouvoir et ils continuent de nous faire du mal. Ce que nous avons vécu avec le Covid-19 n'a rien de novateur. C'est la mise en pratique de toutes ces stratégies mises en place par Big Pharma depuis des décennies. Sauf que ça s'est vraiment accéléré quand même. C'est ainsi qu'ils ont pu commercialiser sur la planète entière un vaccin en phase 3 d'essais cliniques en réussissant à négocier une immunité totale sur les effets indésirables, ce qui est inconcevable. Ils n'ont même pas essayé dans l'essai clinique les plus de 75 ans et les enfants, les moins de 15 ans, et pourtant ils ont commencé par les plus de 75 ans, qui étaient hors essai clinique. Et ils ont injecté de la même manière les moins de 12 ans, les enfants, alors qu'ils étaient hors essai clinique. C'est quand même fou. Tout le monde a pu voir à quel point la négociation des prix et des doses d'injection était un sujet tabou, tenu secret jusqu'au bout, puisque même les députés européens n'ont pas pu accéder au contrat signé entre Big Pharma et la Commission européenne. Tout était biffé. Des laboratoires ont même reçu des subventions publiques pour mettre en production ces injections purulentes, alors qu'il s'agit de Pfizer. 287 milliards d'euros de capitalisation boursière. La France, en 2008, quand je faisais mes vidéos sur la crise des subprimes, c'est 350 milliards d'euros le budget. Là, on est à 400 milliards d'euros le budget de la France, 67 millions d'habitants, Pfizer, 287 millions. Ça pèse lourd. Pour l'industrie et les politiciens corrompus à sa solde, le prix du vaccin doit être évalué en prenant en compte le prix d'une hospitalisation en réanimation. En d'autres termes, si le vaccin permet d'éviter une réanimation de 15 jours à 2 000 euros, il permet d'économiser 30 000 euros à la Sécu. Du coup, Pfizer estime pouvoir vendre son injection à ce prix-là. C'est du jamais vu dans la pratique du commerce. Quand un constructeur de camion va vendre un 30 tonnes, il ne va pas le facturer en additionnant la quantité de marchandises transportées pendant 20 ans. Cela n'a absolument aucun sens et c'est pourtant ce que nous impose cette mafia. C'est d'autant plus fou que 99,5% de la population n'est pas concernée par la maladie, comme l'a très bien rappelé le docteur Jérôme Marty. C'est extraordinaire. Pourtant, les 150 millions de doses qui ont été injectées à ces 99,5%, tout était payé 20 euros pièce. Et bien entendu, bien sûr, il fallait s'y attendre, Pfizer et Moderna vont utiliser tous leurs stratagèmes fiscaux pour optimiser un maximum leurs impôts. On sait que Moderna sont localisés au Delaware, un État américain, celui de Sleepy Joe, qui est un paradis fiscal. Le délire ira tellement loin que la France a commandé des dizaines de millions de doses supplémentaires qu'elle devra jeter car périmées. Lorsqu'un journaliste, Roselle Le Saint, demande au ministère qu'en est-il de ces doses jetées périmées, ils ne voudront pas répondre. Du coup, là, elle a demandé à la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, de lui donner les chiffres, et elle attend toujours. Concernant le vaccin Novavax, la France a acheté 3,2 millions de doses, alors qu'elle en a injecté 33 000, donc 3 millions de doses à la poubelle. C'est très bien, c'est une gestion de l'argent public extraordinairement responsable. Enfin, il faut systématiquement le rappeler, une des stratégies les plus efficaces utilisées par ces voyous reste le couple médecin-média de plateau. Médecin de plateau, pardon. C'est toujours la même technique. Un communiqué de Big Pharma est balancé dans des revues spécialisées, trucs santé, blabla, tout ça. Et d'un coup, c'est repris par les médias. Donc c'est un remède prometteur contre une maladie effrayante. Ensuite, mécaniquement, les KOL, Key Opinion Leaders, les médecins de plateau, les morticoles, les télétoubibs, se mettent en branle et passent sur tous les plateaux pour prêcher la bonne parole de Big Pharma. Ça marche à tous les coups. L'exemple le plus frappant reste l'escroquerie du Remdesivir, qui sera promu pendant des mois par les escrocs de tout poil, par des délinquants de tout poil, notamment les Karine Lacambe, les Gilbert Deré, comme étant un traitement miracle contre le Covid-19, ce qui a poussé le gouvernement à passer une commande très importante, sauf qu'il s'avérera très vite que ce médicament, non seulement il est inefficace, mais dangereux, avec des effets indésirables graves, notamment sur les reins, et pas que. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, ces télétoubibs n'ont estimé nécessaire de déclarer leur lien d'intérêt, en réalité des conflits d'intérêts majeurs avec l'industrie, conformément à ce qu'exige l'article L4113-13 du Code santé publique, qui s'affiche à l'écran. Il s'agit là, bien entendu, donc de liens d'intérêt, pas de conflits d'intérêts majeurs, qui rendent obsolète toute parole prononcée par ces télétoubibs. Quand la journaliste
Rosane Le Saint demande à Karine Lacombe si elle considère que toucher 250 000 € de Big Pharma en 10 ans, est-ce que ça peut biaiser son jugement concernant les médicaments? Qu'est-ce qu'elle répond? Je la cite. « Mes sources de revenus principales ne proviennent pas des laboratoires. Arrêter ces collaborations ne m'empêcherait pas de vivre, mais il me paraît essentiel de participer à la recherche clinique. » Fin de citation. Elle fait semblant de ne pas comprendre la question, mais en fait, on ne lui demande pas son avis. C'est pour ça que la loi existe. Parce que s'il n'y a pas de loi, chacun fait ce qu'il veut, chacun donne son avis. Mais quand il y a une loi, elle s'impose à tous. Elle piétine la loi, et après, elle nous traite à nous de danger public. Alors que c'est une délinquante multirécidiviste, mais alors là, je ne sais pas combien de fois elle a piétiné cet article. Comme cette industrie ne s'est pas assez gavée avec les injections, l'entreprise Pfizer en profitera aussi pour nous vendre 500 000 doses de Paxlovid, autre escroquerie pharmaceutique anti-Covid-19 qui ne sera utilisée que 54 000 fois en France. On imagine que les 90% de doses non utilisées finiront à la poubelle. Pendant que les caisses de l'État et les cotisations des Français fondent comme neige au soleil à cause de cette crise sanitaire, de l'autre côté, on a 40 000 nouveaux milliardaires qui se sont créés dans le secteur de la santé, de véritables parasites gavés avec l'argent facile de l'État. Quelle solution on a? Le docteur britannique Asim Malhotra fait actuellement la promotion d'un film et multiplie les interviews afin de sensibiliser la population en utilisant un slogan très pertinent, « First, do no harm ». C'est le fameux primum non nocere avec un jeu de mots, en anglais c'est « First, do no harm ». Et lui, c'est Do No Harm, c'est-à-dire qu'il faut arrêter avec cette hypermédication. C'est le titre du documentaire qui a été réalisé avec la collaboration du British Medical Journal, un des plus prestigieux journaux au monde, qui a été dirigé il y a quelques temps déjà, il n'y a pas longtemps, pendant la crise Covid, par Kamran Abbasi, qui avait expliqué à quel point justement la Big Pharma était dangereux, avait corrompu tout le monde. Le but est bien sûr de limiter la consommation de médicaments qui a explosé dans le monde pour le plus grand profit de cette mafia. Pour le docteur Amin Oumli, la solution est simple et doit émaner des pouvoirs publics. Il faut imposer la relocalisation des usines. Les laboratoires devraient avoir l'obligation de disposer de stocks pour gérer d'éventuelles ruptures accidentelles d'approvisionnement. L'absence de ces stocks de sécurité est une énigme, une faute grave. Nous sommes clairement face à une menace mortelle parmi les plus importantes de tous les temps. Il s'agit de centaines de milliers de morts chaque année dans le monde associé à un pillage pur et simple du trésor public et de la sécurité sociale. Car c'est systématiquement la population qui prend en charge ce désastre sanitaire dû aux effets indésirables des médicaments et bien sûr le prix exorbitant de ces derniers. De nombreux spécialistes comme le Formandep, la revue Prescrire, le réseau Cochrane ont proposé plusieurs solutions, notamment une refonte complète de la chaîne de fabrication des médicaments. D'aucuns aussi parlent d'une formation beaucoup plus poussée des médecins avec une interdiction totale de lobbying dans les universités. Parce que les étudiants, ils sont élevés à la mamelle de Big Pharma. Donc l'État va diminuer les budgets pour les universités, et c'est Big Pharma qui va venir, qui va proposer des buffets, etc. Quand on est, j'ai vécu ça, franchement, quand on est jeune, on ne comprend pas tout ça. On ne comprend pas, on voit juste un VRP qui vient te donner des stylos, des trucs, tu prends. T'en fous, tu ne comprends pas les enjeux. Tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans. Certes, la fabrique. Alors, une formation beaucoup plus poussée, donc d'aucuns demandent que le ministère de l'Industrie ne puisse pas donner son avis auprès du CEPS concernant les prix des médicaments. Certes, la fabrication du médicament est une industrie, oui, mais elle n'a absolument rien à voir avec la fabrication de pneus, de smartphones ou de fourchettes. Il faut également sanctionner sévèrement et interdire tous les médecins de plateau, les télétoubis financés grassement par Big Pharma et utilisés par cette dernière pour faire la promotion de leur business. Comment est-ce possible de voir ces médecins corrompus oublier systématiquement l'article L413-13 ? C'est simple, c'est une démonstration de leur préméditation. Parce que s'il dit, oui, je suis financé par Gilead et je vous dis que le Remdesivir de Gilead, il est très bien, personne ne va les croire. Donc, ils mentent parce qu'ils savent ce qu'ils font. Les exemples existent dans le monde, notamment en Hollande, où les pharmacies hospitalières, les pharmacies centrales fabriquent leurs propres médicaments à moindre coût, afin d'éviter les ruptures. Aux USA, le pays de l'ultra-capitalisme le plus débridé, le pays de la financiarisation extrême, le pays de Big Pharma, il y a une fondation à but non lucratif appelée Civica RX qui rassemble 1500 hôpitaux et qui fabrique ses propres médicaments génériques. En fait, c'est très simple à réaliser, il suffit juste d'un peu de bonne volonté. Mais comment peut-on espérer améliorer cette situation quand nous savons l'impunité spectaculaire dont bénéficient les dirigeants de Big Pharma
après chaque scandale sanitaire meurtrier. Il suffit de rappeler le scandale du Mediator de Servier et de citer les condamnations ridicules de dirigeants comme Jean-Philippe Settar, le numéro 2 du labo, derrière Jacques Servier, condamné à une peine de prison avec sursis et une amende de 90 600 €. Même pas un mois de salaire. Et pourtant, il s'agit de 2000 morts et des milliers de blessés. Avec un tel traitement judiciaire, le sentiment d'impunité ne peut que se renforcer, et en fait, ils s'en foutent complètement. Mais complètement. Idem pour Pfizer et sa condamnation historique à 2,3 milliards de dollars pour avoir corrompu des agents publics, des médecins, pour avoir falsifié des études, trafiqué des statistiques, truqué les chiffres, sans aucune conséquence judiciaire pénale sérieuse. Ouais, ils font un chèque, ils ont des centaines de milliards de pognon, ils font un chèque de 2,3, ils ont déjà gagné 20 fois cette somme avec le Covid-19, avec le Paxlovid, etc. Il suffit de rappeler le scandale meurtrier de l'Oxycontin. Là, par contre, là, c'est un génocide. Ils ont réussi à faire baisser l'espérance de vie aux États-Unis. Pour Doux Pharma, la famille Sackler, multimilliardaire, 500 000 morts en 20 ans, tranquille, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je répète, 500 000 morts en 20 ans. Aujourd'hui, le fentanyl, pareil, 70 000 morts par an, aujourd'hui aux États-Unis. Alors, bien sûr, ils vous pondent un décret, ils vous empêchent de sortir, ils vous empêchent d'aller faire tous les magasins. En 24 heures, c'est fait. Hein. Par contre, pour contrôler Big Pharma sur la fabrication de fentanyl, de Lyrica, d'Oxycontin, là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne. Il faut donc changer complètement de paradigme. D'ailleurs, la famille Sackler de Doux Pharma, ils ont juste payé une amende, hein, 30-35 milliards, et ils sont tous libres. Ils ont tué 500 000 individus. Ça fait mal à la tête, je sais. Ça fait très très mal à la tête. Je rappelle qu'à Marseille, il y a un petit jeune de 20 ans, il a donné un sale coup de pied à un chat, il a fait 1 an de prison. La Morlette, tapez, La Morlette, M-A-U-R-E-L-E-D-T-E, il y a 5-6 ans. Un gamin, je ne sais plus, je me rappelle son nom, mais de toute façon je ne vais pas le dire, on ne va pas l'accabler encore plus. Il s'est retrouvé au Beaumet, ou je ne sais plus où, je pense au Beaumet, 1 an de prison parce qu'il a tapé un chat. La famille Sackler tue 500 000 Américains en 20 ans, en truquant tout, en manipulant, en empêchant les enquêtes. Il faut voir la série extraordinaire d'Opsic pour comprendre ce qu'est cette escroquerie, ce génocide. Il faut donc changer complètement de paradigme, mais ce ne sera pas fait sans une conscientisation des masses qui devront l'exiger. Pour le moment, c'est Big Pharma qui dicte les lois, c'est ce lobby très puissant qui mêle cette danse macabre. Sauf que, je suis désolé, on n'est pas obligé de prendre leur poison. Donc, tout va bien, c'est comme la télévision, ils mentent, mais on n'est pas obligé d'allumer la télé. Donc ils ont un très grand pouvoir, quasi inexistant en fait, si on le décide. En espérant que ce travail puisse servir à réveiller les masses endormies ou paresseuses et contribuer à mettre fin à cette folie, merci infiniment pour votre attention.